Bonsoir à tous et bienvenue dans 28 minutes. Je suis ravi de vous retrouver. Notre premier invité ce soir est un écrivain qui dialogue avec son père, débarqué de Kabylie à Paris dans les années 60. À travers la vie de Bouzid, Omar Benlala, son fils, raconte le destin de ces ouvriers qui se sont exilés un jour pour construire leur histoire et bâtir celle de notre pays. L'actualité du jour, c'est l'élection au Brésil d'un président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ensemble, nous allons transformer ce pays en une grande nation libre, démocratique et prospère. Le Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous. Alors faut-il craindre ce nouveau pouvoir? Après avoir multiplié les déclarations belliqueuses, racistes et homophobes, Jair Bolsonaro va-t-il rentrer dans le rang ou risque-t-il au contraire de faire rebasculer la plus grande puissance d'Amérique latine dans la dictature, un régime dont elle est sortie en 1985? On en débattra avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission nos deux garnements préférés, Xavier Mauduit et François Saltiel. Alors, c'est quoi le menu ce soir, les amis? Bonsoir Renaud. Bonsoir Salut. Renaud. Salut vous Ce deux. week-end, une fusillade dans une synagogue aux États-Unis relance le débat sur l'antisémitisme sous la présidence Donald Trump. Et oui, il y a de plus en plus d'actes contre les Juifs. Et moi, je vais revenir sur un moment important de l'histoire des Juifs aux États-Unis, 1913, quand la communauté juive prend conscience qu'il faut s'organiser pour lutter contre les actes antisémites. Et vous, François? Ça se voit pas là Renaud, mais en fait je suis en train de travailler oui, avec des œillères. Enfin c'est du moins la solution proposée par les Japonais de chez Panasonic pour optimiser notre concentration au travail. Concentrez-vous, François. Effectivement, c'est une bonne résolution. Bonsoir, Nadia Dam. Bonsoir Renaud Dely. Ravi de vous retrouver. Mais pareil. Vraiment, c'est vrai? Toujours, oui. Moi, c'est sincère. Vous aussi, je sais. Hein, Promis. vous aussi, Claude. Claude Askolovitch. Bonsoir, Renaud. Quel plaisir de vous retrouver. Je vois que vous êtes déjà concentré sur votre tâche, comme toujours, Claude. Quel professionnalisme. Bonsoir, Omar Benlala. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Vous êtes l'auteur de ce récit paru aux éditions Flammarion. Tu n'habiteras jamais Paris. C'est une conversation en quelque sorte avec votre père. C'est le récit, vous racontez votre père. Et vous écrivez d'ailleurs, il a fallu passer par l'écrit pour parler à mes parents. Absolument. Je me suis rendu compte de ça en interrogeant mon père et en me rendant compte en fait finalement que je n'avais jamais véritablement discuté avec lui. Et en l'interrogeant et en retraçant et retranscrivant justement ses interviews, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses en fait à côté desquelles j'étais passé. Vous Et ne je suis l'avez ravi pas d'avoir dit fait. et c'est quand vous avez entamé ce livre avec lui qu'effectivement vous l'avez mieux compris, mieux connu et C'est ça. mieux raconté. Et en le relisant, je me rends compte encore un peu plus aujourd'hui. Omar Benlala, on vous retrouve dans un instant, juste après votre portrait. On va regarder votre portrait. C'est la règle de 3 et elle est signée Gaël Legras. Une année, des nuances, un père, c'est la règle de 3 de Omar Benlala. En cette année 1989, il a 15 ans, il vit à Ménilmontant et pense à l'avenir étudier la philosophie, mais on l'oriente vers un CAP secrétariat. Ni une ni deux, il quitte l'école et son père digère assez mal la nouvelle. Lui, c'est quelqu'un qui vient d'Algérie, qui est analphabète. Et il m'a dit le jour le plus sombre de sa vie, c'est le jour où je lui ai annoncé que j'arrêtais l'école. Omar traîne un peu, deal quelques barrettes et va faire un petit séjour de 6 mois à Fleury-Mérogis. Les nuances de son parcours singulier sont clairement énoncées dans son premier roman La Barbe. À 19 ans, il fréquente une mosquée puis s'investit à fond. Il prêche, fait du prosélytisme, se crée un personnage, il se laisse pousser la barbe, ce qui présente avant tout l'avantage de masquer son acné. On lui prête attention, il a le sentiment d'être utile, apprécié. Pour un adolescent, c'est fascinant, c'est fabuleux, c'est presque de la magie. Après 10 ans de cette vie également marquée par des voyages en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, il abandonne le costume, rase sa barbe et sa quête d'identité emprunte des chemins différents via la littérature, la soif de connaissance et les liens familiaux. Quand je me suis rendu compte que toutes les valeurs que je recherchais, toute cette intelligence, cette culture, cette philosophie, cet humour aussi, se trouvaient justement dans la chambre d'à côté. Je me suis concentré sur l'homme qui est mon père et aujourd'hui encore, je passe le plus clair de mon temps avec lui. Après avoir dépassé la trentaine, le lien profond qu'Omar a entretenu avec son père Bouzid a tenu, on l'a compris, une place importante dans sa vie. Ces dernières années, Omar a même noté leur conversation et en a tiré un livre. Dans « Tu n'habiteras jamais Paris », on entend la voix de Bouzid. Ainsi, ce père a-t-il pu appliquer le conseil donné par un ami ? Bouzid, ne pars pas la tête pleine. Très beau portrait. Alors, la ressemblance avec votre père, elle est frappante, hein, elle est spectaculaire. Votre père, donc Bouzid, il quitte la Kabylie pour venir à Paris en 1963.
Pour quelles raisons? Quels sont les motifs de son départ? Ce n'est pas exclusivement des motifs économiques. Non, et pourtant j'étais persuadé que c'était le cas. Et finalement, mon père me dit, n'oublie pas que je suis jeune, j'ai la vingtaine d'années, et j'ai qu'une envie en fait, c'est de voir le monde et de ne pas tourner en rond dans l'endroit où je suis, donc en l'occurrence mon petit village kabyle. Et il a juste envie en fait finalement de voir à quoi ressemble le monde. Il part à la découverte, il y a une forme d'ennui aussi là où il est, et il est obligé de se marier. Il n'est pas obligé de se marier, mais on lui fait en fait cette surprise entre guillemets, parce qu'on sait qu'il va partir en France. On est en 63 et son père en fait ne veut pas. Il a peur pour lui et donc ils organisent un mariage. Et comme mon père me dit, il n'y a pas que les femmes en fait à qui on faisait entre guillemets la surprise, les hommes aussi. Et ça a été son cas. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la vie de votre papa. Il arrive, travailleur immigré à Paris, il est dans le bâtiment, et il commence à aimer cette ville au point d'être attristé quand il doit démolir des vieilles maisons. Il a l'impression que lui, qui est immigré, qui perd son histoire, est en train de démolir l'histoire de la capitale et des familles populaires qui ont vécu là. Absolument, et j'ai été très surpris de l'apprendre. J'ai toujours pensé en fait que mon père était un maçon qui maniait la pelle et la pioche, point à la ligne. Et finalement, je lui avais jamais donné cette humanité-là et cette sensibilité. Et quand je l'ai entendu en fait dire ça, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de sensible, quelqu'un en fait qui avait aussi. Il regardait une peinture sur un mur, un plafond qu'il devait démolir. Et à un moment, on lui demande justement de casser cette peinture. Et ce qu'il dit, il dit j'aurais préféré être un dessinateur qu'un massacreur. Et ça m'a énormément touché en fait de l'entendre et surtout que j'avais pas du tout en fait imaginé ça de sa part. Et quand il arrive, donc on est en 1963, donc on est 1 an après l'indépendance de l'Algérie. Et votre père, il dit qu'en même temps, cette histoire, cette mémoire de la colonisation, il ne l'a pas, elle a été effacée en quelque sorte. C'est ça, et même au-delà d'avoir été effacé, en fait, finalement, lui a très peu connu justement ce que nous, on imagine politiquement que ça a été. Lui était dans un village kabyle, comme il me dit justement, il me dit, moi je lui dis, est-ce que tu avais conscience dans un pays colonisé? Il me dit, j'avais pas conscience d'être dans un pays tout court. Et finalement, ça m'a intéressé justement de l'entendre parce que c'est finalement l'histoire à hauteur d'homme. Et en ce moment encore, Omar Benalla, il y a des Algériens qui continuent de rêver de partir et d'émigrer en France, Nadia. Parce que dans le livre, vous rapportez cette phrase prononcée par votre père. Il a dit « L'indépendance de l'Algérie, c'est surtout s'affranchir de la misère ». Et ça, c'est pas une affaire de décret. Et effectivement, 56 ans après la fin de la guerre, des Algériens veulent encore s'émanciper de cette misère en venant en France, ou en tout cas en quittant l'Algérie. On les appelle les haragas, c'est-à-dire les brûleurs de frontières. Et là, depuis quelques semaines, on voit beaucoup de vidéos assez spectaculaires sur lesquelles on voit donc des hommes, mais aussi des femmes et parfois des familles s'entasser dans des embarcations pour traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Et il y a un de ces jeunes hommes qui a raconté ceci, qui a confié ceci au journal algérien El Watan. On préfère être dévoré par les requins en mer, que par les vers en Algérie. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune Algérien de 20 ans qui rêve de Paris, qui rêve de Ménilmontant? Vous avez grandi. C'est difficile en fait de justement conseiller quelqu'un quand on n'est pas dans sa situation. Et finalement, c'est un petit peu l'humilité que j'ai cru en fait recevoir en écoutant mon père. Oui. C'est que finalement, il fallait que je me mette à la place de quelqu'un de 20 ans qui faisait ce trajet-là. Et pour les jeunes de 20 ans, c'est à mon avis très difficile de leur donner un conseil parce qu'on n'est pas dans leur situation. C'est pas votre histoire. C'est ça. Et moi, on m'a donné beaucoup de conseils quand vous l'évoquiez dans le portrait pendant la période que j'ai connue, quand je raconte en fait que j'avais la barbe et que j'allais à la mosquée. On aurait pu me donner tous les conseils qu'on voulait. Il fallait absolument que je le fasse. Y compris ceux de votre père, qui vous surtout disait, ceux de mon qui père. ne comprenait pas cette trajectoire-là. Voilà. Claude. Votre père qui mangeait de tout et qui aimait Paris au point d'avoir refusé un HLM pour aller en banlieue alors que nombre de ses contemporains le faisaient. Est-ce que la France sait à quel point la génération de votre père, des gens comme votre père, ont aimé cette ville, Paris, ont aimé ce pays? Je n'ai pas l'impression. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne le savais pas. Alors que c'est mon propre père. Et finalement, je suis très content d'avoir pu faire ce livre avec lui parce que maintenant, c'est dit et c'est écrit. Et moi-même, qui suis son propre fils, je n'aurais jamais imaginé justement qu'il y avait cet amour, cette affection et cette tendresse pour cette ville et pour ce pays. Il refuse d'aller en banlieue. Pour quelle raison? Parce qu'il pressent déjà que c'est une forme de ghettoisation qu'on veut lui imposer? Il y a cette ghettoisation et il y a aussi le fait qu'il sait qu'il va y faire une famille, qu'il va avoir des enfants et lui dit en fait comment est-ce que mes enfants en fait vont s'intégrer à ce pays et vont finalement devenir français parce qu'il a vraiment la sensation qu'on n'y retournera pas et finalement l'avenir lui a donné raison sans qu'il se mélange justement avec ces Français. Ce souci justement de l'intégration des enfants, ça explique le fait qu'il vous ait dit que le pire jour de sa vie, c'est le jour où vous avez décidé d'arrêter l'école? Complètement, parce que pour lui, cette intégration passe par la scolarité. Et finalement, lui n'a pas été à l'école. Et pour lui, vraiment, l'héritage, j'en parlais avec ma mère juste avant de venir à cette émission-là, son héritage à lui, c'est celui-là. Mon père m'a dit, je ne serai jamais riche. Il a été maçon et ouvrier toute sa vie. Et finalement, la seule chose que je voulais, c'est cette chose-là. Mais en même temps, c'est immense. Faites-en quelque chose. Et quand je lui dis à 15 ans, j'arrête l'école et finalement, en fait, je te rends ton héritage, pour lui, c'est terrible.
Votre père était leader syndicaliste. C'est quelque chose de très intéressant dans votre livre. Vous essayez de faire le parallèle entre la vie de votre père et la vie d'un ouvrier du 19e siècle qui s'appelait Martin Nadeau, qui était devenu député sous la Deuxième République. Comme si vous vouliez montrer, ce qui est le gars, que l'immigration algérienne, mon Dieu, fait partie des classes populaires, avec ses élites, avec ses efforts, comme les gens qui montaient de province il y a un siècle. C'était un maçon de la Creuse, Martin Nadeau. C'est ça, un maçon creusois. C'est le même. Votre père, le Kabyle ou le Creusois, c'est pareil. C'est ça, et d'ailleurs à l'époque, les migrants étaient de l'intérieur, ils avaient un passeport de l'intérieur, et ils demandaient l'autorisation pour venir à Paris alors qu'ils allaient construire justement cette ville, ou à Lyon notamment. Et j'ai trouvé très intéressant de faire ce parallèle, parce que finalement c'était d'une certaine manière mettre mon père dans cette histoire de France, et en même temps rappeler aussi à cette histoire finalement que c'est une histoire qui se répète. Et Omar Benlala, votre père est tombé malade pendant que vous faisiez le livre avec lui. Il a eu le temps de le lire avant il est décédé avant la publication du livre? C'est ça, en fait, il a reçu le livre la veille de son décès. Il en a reçu un, il l'a regardé, il en a signé un. Ouais. Et il est parti le lendemain. Il était fier de vous? Il vous a dit qu'il était fier? Il était très fier, oui, il était très fier, et il voulait absolument en fait que ce livre sorte. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, c'était sa manière à lui aussi de s'inscrire une fois de plus dans cette histoire. Pour lui, la littérature, c'est quelque chose qui comptait beaucoup, bien qu'il n'ait jamais lu un seul livre, parce que finalement, il a lu celui-là sur épreuve? Il a déchiffré, on va dire, parce qu'il lisait très mal. On l'a lu un petit peu ensemble. Et vous voyez la photo à un moment où il lit les épreuves au Square Sorbier. Et en fait, je le sais parce que je l'ai fait avec lui. Il me demandait certains mots. Il y a beaucoup de mots en fait qu'il ne comprenait pas. Mais il était très fier finalement d'avoir son nom sur la couverture d'un livre. Et vous pouvez être fier aussi parce que c'est vraiment un bien bel hommage à votre père et au-delà d'ailleurs à toute une histoire que vous racontez dans Tu n'habiteras jamais Paris. Merci infiniment. Merci à vous Omar Benlala.